Je conseille les chefs d'entreprise dans toute leur nature et donc ça me permet à la fois de comprendre tous les métiers, leur métier, le métier des entreprises, les différentes activités de l'entreprise, que ce soit le commerce, la logistique, la technologie, l'innovation. Et c'est tous ces éléments qui permettent d'aboutir à la thématique d'aujourd'hui, qui est la valorisation d'entreprise. Donc, en tant que conseiller en fusion-acquisition, j'ai vendu 1000 sociétés avec mes associés, donc en tant que conseil du vendeur ou conseil de l'acquéreur. Et j'ai créé une société donc, qui s'appelle aujourd'hui Inextenso Finance et Transmission, qui est aujourd'hui chez Inextenso, le groupe d'expertise comptable, groupe que j'ai quitté il y a 4 ans pour retrouver le lien direct avec les clients et avoir la possibilité de les conseiller personnellement et de ne plus recommander les clients à mes directeurs ou mes associés, mais d'exécuter les missions moi-même. Donc la thématique du jour, c'est la valorisation d'entreprise. Donc je vais partager mon écran. Voilà. Et donc dans valorisation d'entreprise, bien valoriser sa société en 2021, il y a 2 thématiques. La première thématique, c'est quelles sont les méthodes de valorisation? Donc, comment valoriser une entreprise? Combien vaut l'entreprise? Et donc, toutes les techniques de calcul. Et en travaillant sur les techniques de calcul, on va pouvoir identifier les sous-jacents et donc ensuite travailler sur les sous-jacents pour augmenter la valeur. Et on va s'apercevoir qu'on peut augmenter la valeur de l'entreprise. Donc, dans bien valoriser l'entreprise, il y a à la fois calculer la valeur et donc augmenter la valeur. Généralement, en début de webinar, je fais un petit tour de table. Peut-être que certains d'entre vous avaient d'ores et déjà des questions préalables ou un secteur d'activité à évoquer, ce qui pourrait me permettre, lors des prochaines minutes, d'orienter la réflexion sur vos secteurs d'activité. Rachel, on peut faire un petit tour de table ou ça te semble pas totalement adapté? Tu peux faire un tour de table. Tu peux déjà poser si tu veux. En fait, bon, je m'imagine que chaque personne qui se trouve ici a un objectif différent, c'est-à-dire donc c'est soit de faire connaissance avec toi, soit si tu veux, ils ont un objectif bien précis, ou encore si tu veux récolter des informations. Donc je ne sais pas. Je pense que tu peux le faire. Alors, voilà, donc on peut faire un petit tour de table pour ceux qui sont présents. Vous pouvez, tour de rôle, ouvrir votre micro, soit vous présenter, soit simplement évoquer une thématique, un secteur d'activité ou effectivement, comme tu dis Rachel, un objectif qui me permettra de mieux orienter les prochaines minutes de présentation. Je vais peut-être commencer. Je suis désolée, je n'ai pas ma caméra qui peut se mettre en marche. Donc, Stéphanie Molcou. Donc, moi, en fait, je représente en Israël un cabinet d'avocats M&A français qui s'appelle Bercé. Donc, pour moi qui fais du M&A, c'est toujours très intéressant de réentendre, voire de peaufiner un petit peu plus ces problématiques de méthode de valorisation, puisqu'on travaille avec des cabinets comme les vôtres sur des opérations d'acquisition. On ne nous entend plus. Patrice, tu dois. Attends. On m'entend plus, Oui, effectivement. Oui. j'ai pas entendu ta réponse, Patrice, parce que tu avais coupé Oui, oui, le micro. je vais répéter effectivement. Et donc, vous travaillez donc, au sein du cabinet Bercé en Israël, c'est ça? Tout à fait. En fait, le cabinet Bercé est à Paris. Ouais, Et je représente le bureau de Tel Aviv et nous ouais, représentons des sociétés, enfin, depuis Tel Aviv, hein, nous représentons des d'accord. sociétés d'Israël qui travaillent en France. Et il y a des secteurs d'activité sur lesquels vous êtes le plus souvent interpellé? Ah, c'est très vertical. Vraiment, c'est très vertical. Ça peut être de l'hôtellerie, ça peut être de l'énergie, ça peut être du high-tech. Ça va dans tous les sens. Tout ce que, après, bien sûr, on a nos activités en France, c'est-à-dire qu'on présente des groupes japonais qui sont dans du low-tech pur. Ça peut être des montures de lunettes, ça peut être de l'automobile, des sociétés américaines, des sociétés européennes. Enfin bon, c'est assez varié. Parfait. Bon, bah, c'est très bien. Merci, merci beaucoup pour cette Merci à introduction. Et n'hésitez pas tout à l'heure à m'interrompre, à me poser des questions. On peut continuer le tour de table? Oui, Est-ce qu'il y a bonjour, quelqu'un. moi je m'appelle Gilles Aliel et j'ai un cabinet de gestion de patrimoine et je suis en train de finaliser la session de mon cabinet pour prendre ma retraite. C'est la première partie de votre intervention qui pourrait m'intéresser. Malheureusement, je ne pourrais pas aller jusqu'au bout parce que j'ai pris un engagement malheureusement.
et je vais devoir vous quitter prématurément. Voilà, merci. Merci pour votre présentation, Gilles. Enchanté. Bonjour, moi je m'appelle Pierre, je suis cofondateur d'une agence digitale, une agence web. On a 3 ans et voilà, c'est un métier de service et on aide les entreprises françaises, PME, pour leur référencement naturel et référencement payant en France, et on accompagne les sociétés françaises à l'international. Très bien. C'est clair. Et la taille de l'entreprise aujourd'hui? Au niveau quoi? Au niveau, Les deux, tout ce que vous voulez. Nombre on de est, personnes, nombre de clients, chiffre d'affaires, comme ce que vous préférez. on est une quinzaine de personnes et là, on est à peu près, là, cette année, l'année dernière, on a fait 1,2 million. Mhm. Et voilà, et puis cette année, je pense qu'on va finir peut-être sur les 1,8 million. En tout cas, on a déjà 1,7 million d'embarqués. Ouais. Ah oui, d'accord, félicitations, c'est intéressant. Donc effectivement, la grande majorité du chiffre d'affaires est récurrent. Et récurrent, oui. Très bien, c'est noté. Ensuite, Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se Daniel, présenter? Lucas, Géraldine. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je suis Bonjour. Bonjour, je viens d'arriver. En fait, moi, je suis gérant d'une startup EdTech. Et donc, voilà, donc le sujet de la valorisation, c'est toujours intéressant pour nous. Donc, voilà, donc c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion d'assister à ce webinaire sur les valorisations. Startup high-tech, dans quelle thématique? Alors, EdTech, plutôt EdTech, hein, pas high-tech, EdTech. Ah, EdTech, Startup de d'accord. l'éducation, oui. D'accord, plutôt formation initiale, Oui. continue. Alors, pas du tout. Pas du tout. En fait, on est une start-up qui accompagne les enseignants à simplifier leur sortie scolaire malgré le Covid. Donc, on les accompagne dans tout ce qui est idée de sortie, découvrir le monde de l'extérieur, bénéficier d'un catalogue d'activités complet sur tout ce qui se passe en dehors des établissements scolaires. Voilà. Très bien, très intéressant. Merci pour cette présentation. Je crois que Géraldine avait pris la parole. Oui, bonjour Géraldine. En ce qui me concerne, c'est peut-être une participation un peu atypique dans le sens où c'est entre autres pour acquérir des connaissances complémentaires, mais également effectivement, là je travaillais pour une start-up depuis 2 petites années qui était en recherche d'investisseurs qu'ils ont fini par trouver, mais du coup l'activité en ce qui me concerne est momentanément interrompue parce qu'ils rentrent dans une valorisation complète, différente, avec une création d'une nouvelle structure, etc. Donc du coup, je me suis dit que aujourd'hui, cette intervention pouvait me permettre de comprendre encore plus leur intervention en ce sens. Très bien, Voilà. c'est noté. Merci beaucoup. Ensuite, est-ce que quelqu'un d'autre voulait ajouter un mot? Sinon, je peux dérouler. Je peux continuer. Oui, Ah oui, bonjour. bonjour. Oui. Alors moi, je suis étudiant en Master 1 à Skeven Business School et j'ai pu faire deux stages l'année dernière chez Edmond Rothschild en salle de marché et en private equity. Donc la thématique d'aujourd'hui m'intéresse particulièrement. Donc, vous avez fait finance de marché et finance d'entreprise en même temps. Exact. Enfin, 6 mois en finance de marché et 6 mois Ah oui, d'accord. Très en bien. finance d'entreprise. Ah bah parfait, c'est le duo idéal pour l'année de césure. Très bien. OK. Et est-ce Patrice, que... je pense qu'on peut Oui, on peut commencer. commencer. Parfait. Ouais, on va commencer. Merci beaucoup. En plus, ça m'a permis à 3 nouveaux participants d'arriver. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, donc 2 sujets. Comment on valorise une boîte et combien ça vaut, les multiples et les méthodes. Et deuxième partie, augmenter la valeur, comment on va pouvoir augmenter la valeur. Donc, je me suis déjà présenté. On conseille en fusion-acquisition d'entreprise spécialisée sur des opérations de 2 à 100 millions d'euros, basée à Boulogne-Billancourt, à côté de Paris. On intervient en France et à l'international. Donc, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Ce slide est très intéressant
il va parler à tout le monde. C'est le slide des multiples de valorisation des entreprises aujourd'hui en Europe. Alors, pas n'importe quelles entreprises. Le panel d'entreprises, ce sont les grosses PME et les ETI européennes, donc de 15 à 500 millions d'euros de valorisation. Qu'est-ce qu'il dit que dit ce graphe et que dit l'étude Argos faite avec l'aide de Psilon Research? Elle dit que, tout d'abord, aujourd'hui, donc c'est le dernier nombre en haut à droite, aujourd'hui, en moyenne, les grosses PME européennes, les ETI, valent 11 fois l'EBITDA. L'EBITDA correspondant à l'EBE retraité, c'est-à-dire c'est l'EBE français, excédent brut d'exploitation. Donc c'est le résultat d'exploitation plus les amortissements et les provisions. Mais la différence majeure entre, il y a plusieurs différences majeures entre l'EBITDA et l'EBE. Donc, quand on parle de l'EBE français, donc l'excédent brut d'exploitation, on va ajouter les leasing, ce qui est souvent assez important, et on va retrancher, on va donc enlever tout ce qui va être amortissement, excusez-moi, amortissement pas du tout, participation et intéressement. Donc, EBITDA, c'est EBE, excédent brut d'exploitation, plus les leasing et moins intéressement participation. C'est assez proche généralement de l'EBE. Donc l'EBITDA, ça veut dire en anglais Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Aujourd'hui, les ETI et les grosses PME européennes valent en moyenne 11 fois l'EBITDA, ce qui est considérable. Les valorisations des entreprises françaises et donc européennes n'ont jamais été aussi élevées. Et comme vous le voyez sur cette courbe, elles ont doublé par rapport à 2019. Alors, certes, 2019 était un point bas historique, mais même si vous prenez par rapport à la moyenne 2006 à 2016, on est quand même sur 27-30% plus élevé, et même 45% si on prend que le 11 fois l'EBITDA. Ce 11 fois l'EBITDA correspond au dernier trimestre 2020, donc c'est une date assez récente. On n'a pas encore les chiffres du premier trimestre 2021, mais les tendances sont également excellentes. Pourquoi est-ce que les valorisations d'entreprises augmentent autant alors même que c'est la crise économique? Et en quatrième trimestre 2020, c'était la crise économique pour tout le monde. Parce que, tout d'abord, malgré les grosses faiblesses de l'économie européenne et française, eh bien, les taux d'intérêt sont toujours aussi faibles. Donc, qui dit taux d'intérêt faible dit argent pas cher et donc dit qu'on peut emprunter plus d'argent et rembourser davantage. Également, le quantitative easing, il n'y a jamais eu autant d'argent disponible sur la place. Et donc, si on prend l'exemple de la France, le PGE, c'est-à-dire que les entreprises et les particuliers ont énormément d'épargne et énormément de trésorerie, ce qui fait monter les prix naturellement. Mais il y a surtout le fait que cette analyse s'appuie aussi uniquement sur les entreprises qui sont référencées par Argos et Option Research et pas toutes les entreprises. C'est vrai que ça cache quand même un certain nombre d'entreprises qui sont pas aussi bien valorisées, soit elles ne sont pas du tout vendues. Donc, ça cache, si la société n'est pas vendue parce qu'elle est en difficulté ou parce qu'elle est en redressement judiciaire, il n'y a pas de valorisation. Et ça cache également toutes les entreprises qui ne sont pas assez bien cotées, pas assez bien valorisées, qui n'ont pas eu la chance d'avoir une visibilité et donc qui ne vont pas être pris en compte dans l'analyse parce que dans cette étude, ce sont les banques d'affaires ou les cabinets d'avocats qui généralement communiquent les informations. Malgré tout, la tendance, c'est celle-ci, c'est que les valeurs des entreprises, tous secteurs confondus, ont augmenté, toutes choses égales par ailleurs. Donc, à part certains sous-secteurs d'activité qui aujourd'hui sont passagèrement ou définitivement en difficulté, comme la distribution, les commerces, parfois l'hôtellerie. C'est vrai que ce sont des secteurs qui, à cause du Covid, sont en difficulté. Est-ce que ces passagers, est-ce qu'ils vont pouvoir s'en remettre? Le transport aérien et d'autres secteurs d'activité, on ne sait pas. Il y a cette première catégorie d'entreprises qui va peut-être s'en remettre ou pas. En tout cas, aujourd'hui, les valorisations sont très faibles ou en tout cas les transactions à l'arrêt. Deuxième catégorie d'entreprises, les secteurs qui vont bien, normalement. Et puis, troisième catégorie, les secteurs qui sont boostés par le Covid, par le travail à distance, par le digital. Et ces sociétés voient leur valorisation augmenter très fortement. J'ai voulu tout de suite annoncer la couleur parce que grâce à ce graphe, on a beaucoup d'informations. Premièrement, on apprend qu'on valorise généralement une entreprise par un multiple. Un multiple, donc ici, c'est le multiple de BE, le multiple d'EBITDA. Ça peut être, dans d'autres cas,
le multiple de chiffre d'affaires, le multiple de marge brute, le multiple de résultat net. En bourse, on appelle ça le price earning ratio, donc le PER, donc multiple de résultat net, mais on ne prend pas en compte la dette, alors qu'ici, dans une valeur d'entreprise, on prend en compte la dette. Et parfois, dans d'autres secteurs, on va valoriser un multiple de restaurants, quand c'est un groupe de restaurants, un multiple de nombre d'utilisateurs ou de nombre de clients. Pour une société, un éditeur de logiciel en mode SaaS sur Internet, eh bien, on va dire qu'on valorise 1 000 € par client, 1 000 € par utilisateur, ou dans d'autres cas, pour une société de services informatiques, une ESN, on va valoriser 200 000 € par ingénieur. Donc, c'est un multiple, toujours un multiple d'ingénieur. Donc, ce qui est important, c'est que la valorisation d'entreprise, combien vaut une entreprise, comment on valorise? En général, on valorise par des multiples et par des comparables. Et donc, on va voir la concurrence. On dit, tiens, combien tu as été valorisé? Moi, j'ai été valorisé 18 mois de chiffre d'affaires. Moi, j'ai été valorisé 15 fois le résultat net. Moi, j'ai été valorisé 200 000 € par ingénieur. Et donc, ce sont des multiples. Chacun son multiple. On a le droit d'utiliser tous les multiples. Ensuite, on va faire des moyennes. On va prendre un maximum d'informations qu'on va collecter. On va faire des moyennes. Ça, c'était la première chose que je voulais vous apprendre par ce graphe. Alors, pour vous apprendre ou vous rappeler, parce que je pense que c'était des choses que vous saviez déjà. Et deuxième chose, c'est que les valorisations sont quand même très élevées, malgré la crise économique en cours, et très élevées grâce au taux d'intérêt très faible, grâce au fait que tout le monde a beaucoup d'argent, les entreprises ont beaucoup d'argent, les particuliers ont beaucoup d'argent, les fonds d'investissement ont beaucoup d'argent, et tous ces homo economicus, donc tous ces êtres économiques, ont envie d'entreprendre. 25% des Français veulent entreprendre et disposer de leur propre société, ce qui fait que quand on a une petite société à vendre, on a énormément de personnes physiques et de fonds d'investissement qui sont intéressés pour l'acheter. Et quand on a une plus grosse société à vendre, on a énormément d'entreprises privées, même des associations ou des fonds d'investissement qui veulent acheter ces sociétés. Donc c'est vrai que le marché des fusions-acquisitions est très dynamique et il n'y a jamais eu autant d'acheteurs et il n'y a aussi jamais eu autant d'intermédiaires. C'est aussi les intermédiaires qui facilitent les opérations. Et donc, comme ils facilitent les opérations, ça augmente le nombre d'acheteurs et ça fluidifie le marché. Ça augmente aussi les valorisations. Ici, on valorise les entreprises de 15 à 500 millions d'euros. Ensuite, on va avoir des décotes. C'est-à-dire que les petites entreprises vont être décotées. C'est-à-dire que si on n'est pas dans la fourchette ou si on est en bas de la fourchette, donc les sociétés entre 5 et 20 millions d'euros vont être moins bien valorisées. Toutes choses égales par ailleurs, même secteur d'activité, même rentabilité, même récurrence, eh bien, elles vont avoir une décote qui va être plus ou moins forte, parfois 20% de décote, parfois 50% de décote, de par leur petite taille. Et on va voir ça dans le slide suivant. Donc ici, vous avez une autre source d'information qui est infosession.fr. Vous pouvez retrouver cette information sur leur site internet. Et donc, il dit quoi? Il dit que finalement, ce multiple de 11 fois l'EBITDA cache la forêt, qui dit qu'il y a en fait des multiples qui vont de 2,9 à 14,8 fois l'EBITDA. Et donc, si on prend des sociétés de 5 à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, on voit qu'il y a 10% des sociétés de 5 à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont valorisées moins cher que 10, il y a 10% qui valent moins que 3,6 fois l'EBITDA. Il y en a 10% qui valent plus que 13 fois l'EBITDA et la médiane, c'est 6,9 fois l'EBITDA. Donc, on voit qu'il y a déjà une décote. Les sociétés de 5 à 20 millions d'euros, elles sont décotées. Alors, les grosses sociétés sont moins décotées. On voit qu'il y a 8% de décote. Les petites sociétés sont plus décotées parce qu'on passe de 3 à 5 fois l'EBITDA. Donc, déjà, il y a 40% de décote. Et les sociétés moyennes, il y a 30% de décote. Donc, il y a une décote entre les petites sociétés de 5 à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et les grosses de 75 à 300 millions d'euros, qui est d'environ 20% de décote en moyenne. Mais parfois, c'est très différent. Dans le BTP, par exemple, j'ai récemment vendu une petite société de BTP de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Eh bien, le multiple de valorisation, c'était 2 fois l'EBITDA. La même société, qui faisait la même activité, la même type de clientèle, la même récurrence, la même organisation, qui faisait 10 fois plus de chiffre d'affaires, donc elle était à 100 millions de chiffre d'affaires, eh bien, on l'a valorisée, on l'a vendue 8 fois l'EBITDA. Donc là, on a vu vous voyez qu'on a une décote qui est bien plus importante à 70%, parce que parfois, il y a une décote qui est
qui dépendent du secteur d'activité. Dans d'autres secteurs d'activité, il n'y a pas de décote. Les sociétés de courtage d'assurance, les sociétés de services de nettoyage ou même les sociétés de services informatiques, très souvent, la décote est beaucoup plus faible. Et donc, on valorise les petites sociétés 8 fois l'EBITDA et les grosses sociétés 10 fois plus grosses, on les valorise souvent aussi 8 fois l'EBITDA. On a parfois aussi des décotes liées à la grosse taille parce que parfois, on s'aperçoit qu'il y a des rendements qui sont décroissants. Et quand la société augmente en taille, au lieu d'avoir des rendements, des économies d'échelle, on s'aperçoit qu'il y a aussi des inconvénients. Donc certes, quand on grossit, on a accès à des marchés internationaux, on se structure, on a accès à des outils des ERP, des logiciels de gestion, mais parfois, il y a aussi des freins. On s'aperçoit, par exemple, dans certains secteurs d'activité, que les grosses entreprises achètent plus cher que les petites. Peut-être que les fournisseurs en profitent de leur taille. On s'aperçoit qu'il y a parfois des inconvénients à avoir des gros logiciels de gestion qui coûtent cher la mise en place et qui sont lourds à être changés, alors qu'une PME va pouvoir changer beaucoup plus facilement de logiciel de gestion. Et donc, au quotidien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas systématiquement des économies d'échelle et des effets positifs à grossir en taille. Et puis, quand on grossit en taille, souvent, on est coté en bourse et on s'aperçoit que contrairement à ce qu'on avait par le passé, toutes les personnes présentes autour des webinars qui ont appris qu'il y avait la décote de taille, mais il y avait aussi la prime de liquidité. On dit qu'une société cotée en bourse vaut plus cher parce qu'elle est liquide et comme l'acheteur d'une action peut la revendre à tout moment, il va pouvoir payer un prix beaucoup plus élevé parce qu'il n'a pas peur que d'être bloqué avec ses actionnaires pendant 5 ou 10 ans, ce qui est le cas souvent dans une société privée. Mais à l'inverse, on voit que les petites sociétés sont survalorisées souvent grâce au phénomène que j'évoquais tout à l'heure, grand nombre d'acheteurs, grand nombre de fonds d'investissement et les intermédiaires. Et donc, ça fait augmenter les valeurs des sociétés non cotées. Et finalement, les multiples de valorisation ici, de 11 fois l'EBITDA, vous ne pouvez pas le retrouver en bourse. Si vous prenez des sociétés comparables équivalentes en bourse entre 15 et 500 millions d'euros de chiffre de enterprise value en Europe, sur les marchés boursiers, et vous verrez que les sociétés cotées en bourse qui correspondent, qui ont la même activité, la même taille, eh bien, sont souvent décotées de 10 à 20% parce qu'elles sont cotées en bourse. Et comme elles sont cotées en bourse, elles sont liées, elles ont des inconvénients de la bourse. Il faut faire de la communication, il faut publier des informations. Le dirigeant, la direction financière, le directeur de la communication doivent répondre aux questions des investisseurs financiers au lieu de s'occuper de l'entreprise. Et ça pénalise l'entreprise et donc ça décote les sociétés cotées en bourse. Donc, finalement, tout ce qu'on a pu apprendre il y a quelques années, décote d'illiquidité, décote de taille, ce n'est pas toujours vrai. Il faut rentrer dans le détail. Donc, ce slide est intéressant parce que, en général, ceux qui sont autour du webinaire, ils vont plutôt s'intéresser à des petites entreprises, 2 à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, 5 à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, 20 à 75 millions et 75 à 300. Et on s'aperçoit que dans chaque tranche, eh bien, il y a des sociétés qui sont pas très bien valorisées et d'autres beaucoup plus valorisées. Pourquoi est-ce qu'une société va être très valorisée? C'est parce qu'on va avoir confiance en l'avenir. C'est une société qui va avoir une récurrence, une pérennité, une résilience et aussi une croissance. Et donc, tous ces éléments permettent de valoriser les entreprises. C'est aussi les sociétés qui n'ont pas de risque lié à une faiblesse ou à une contrainte du marché. Donc, une faiblesse de l'entreprise, ça peut être un dirigeant unique qui peut partir avec une certaine base de données. Ça peut être un client qui a plus de 20% du chiffre d'affaires. Ça peut être un risque technologique ou un risque réglementaire. Donc, tout ça, c'est des risques également qui vont baisser la valeur de la société. Les sociétés, généralement, qui n'ont pas de récurrence, comme le BTP, les fusions-acquisitions, mon métier, ou encore les métiers de la communication, généralement, ce sont des métiers qui ne sont pas récurrents. Et donc, comme ce n'est pas récurrent, ça fait baisser la valorisation, ça fait baisser le multiple. À l'inverse, les sociétés qui sont très récurrentes, très résilientes, comme on a parlé tout à l'heure, nos intervenants ont parlé de secteurs d'activité qui sont très résilients, eh bien, ça augmente la valeur de l'entreprise, comme une web agency dont l'activité est embarquée à 90%. Eh bien, ça veut dire que l'activité, elle est récurrente. Les clients, ils sont embarqués, même s'ils ne sont pas embarqués sur 5 ans, c'est récurrent. Ce qui est important, c'est qu'il y ait beaucoup de petits clients
Et plus il y a des petits clients qui sont embarqués pour un abonnement récurrent, et plus la valorisation est élevée parce qu'on va avoir confiance en l'avenir et on va pouvoir espérer conserver la clientèle pendant des années. Également pour la gestion de patrimoine, c'est pareil. Généralement, si on a des petits clients, qu'on a des clients directs, on va avoir une valorisation très élevée. Je vais vous donner un exemple. J'ai vendu des sociétés de nettoyage industriel, donc ces sociétés tout simplement qui vont nettoyer les bureaux, les usines, les magasins et les immeubles. Et donc, très souvent, j'ai vu des chefs d'entreprise dans ce secteur qui me disaient, moi, ma société, elle vaut beaucoup d'argent, elle vaut une fortune parce que j'ai des contrats sur 3 ans, j'ai des contrats sur 5 ans. Et j'ai des dirigeants qui m'ont dit exactement la même chose dans l'informatique. Moi, j'ai engagé, ou dans les copieurs, j'ai engagé mes clients sur 3 ans, sur 5 ans. Et je ne comprenais pas pourquoi ces sociétés n'avaient pas toujours une valorisation très élevée. Et à l'inverse, des sociétés d'informatique, des sociétés de copieurs ou même des sociétés de nettoyage qui n'avaient pas de clients qui étaient engagés sur des 3 ans et des 5 ans, soit qui n'avaient aucun engagement, de 1 mois renouvelable, par exemple, soit qui avait des engagements de 1 an renouvelables, eh bien, avait une valorisation beaucoup plus élevée. Et donc, je me rappelle de sociétés d'informatique qui étaient engagées sur 5 ans, qui valaient 6 mois de chiffre d'affaires, alors que celles qui étaient pas engagées du tout, même sur 1 an, eh bien, avaient une valorisation supérieure à 1 an de chiffre d'affaires. Dans le nettoyage, pareil, j'avais des sociétés où les clients étaient engagés sur 3-5 ans qui valaient 4-5 mois de chiffre d'affaires, alors que des sociétés où les clients n'avaient pas d'engagement avaient des valorisations supérieures à un an de chiffre d'affaires. Alors ça, généralement, je vous parle de résultats de processus d'appel d'offres, c'est-à-dire qu'on a mis en vente les sociétés. Et c'est le résultat de l'appel d'offres. Donc, en général, on a 10, 20, 50 acheteurs qui rentrent en compétition pour payer le prix adapté. Et moi, je suis là pour faire monter les enchères. Très souvent, on a des offres qui vont du simple au triple. Et donc, pour la société nettoyage, ne pas avoir des contrats récurrents sur 5 ans faisait augmenter le prix. Et pendant des années, je me suis demandé pourquoi. Et autour de moi, les gens n'avaient pas non plus de réponse. Et j'ai eu la réponse tout simplement quand Free a lancé son abonnement à 1 mois renouvelable. Et là, ça fait tilt dans ma tête. Et je me suis dit, pourquoi Free propose non seulement un tarif pas cher, et en plus sans engagement de 24 mois. Et là, je me suis dit, mais bien sûr, depuis 1999, j'ai un téléphone portable. Et chaque année, ça m'empêche de dormir la nuit. Et je me demande, mais quelle est ma date anniversaire? Parce que je suis engagé sur 24 mois. Et donc, je veux changer d'abonnement, je veux changer de téléphone. Et donc, ça fait tilt parce qu'effectivement, ensuite, en discutant avec des chefs d'entreprise ou des clients de ces sociétés d'informatique, nettoyage, copieurs, eh bien, ils m'ont dit, bah oui, comme on est embarqué sur 3 ans ou sur 5 ans, on rêve que d'une seule chose, c'est d'arrêter le contrat à l'échéance. Et donc, il y a un client sur 2 qui a des contrats sur 3 ans, sur 5 ans, qui arrête, qui change de fournisseur au bout des 3 ans et des 5 ans. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a une très forte décote parce que 50% de résiliation au bout des 3 ans, c'est considérable. Alors même que les contrats de 1 an, ils sont renouvelés et on s'aperçoit que le taux de résiliation, il est plus proche des 5-6% par an dans ces différents secteurs d'activité. Donc, on peut espérer une durée de vie de 15 ans, voire de 20 ans pour ces contrats qui ne sont pas avec des durées longues. Et c'est pour ça que Free a lancé son abonnement de 1 mois renouvelable. C'est pour ça que Canal+ a réduit sa durée d'engagement à 1 mois renouvelable. Et c'est pour ça que généralement, il n'y a pas nécessairement besoin d'engager les clients sur la durée. Il suffit d'analyser le taux de résiliation des clients. Et surtout, s'il n'y a pas un gros client qui pèse plus de 10% du chiffre d'affaires, eh bien, si c'est des centaines de petits clients ou des milliers de petits clients qui pèsent 0,1% du chiffre d'affaires en moyenne, eh bien, ils vont rester en plus des années et parfois des décennies sans qu'on ait besoin de perdre du temps et de l'argent pour signer un nouveau contrat commercial et surtout avoir besoin de signer un nouveau contrat qui coûte très cher. Et donc, plus la société, la clientèle est résiliente et pérenne et se renouvelle automatiquement naturellement, plus le portefeuille de clients vaut cher. Et donc, c'est valable pour l'activité de gestion de patrimoine dont on a parlé tout à l'heure, pour l'activité de web agency dans laquelle la clientèle est récurrente, alors que la web agency pour laquelle la clientèle n'est pas récurrente parce que c'est une web agency qui à chaque fois doit
signer un nouveau marché et que derrière, à la fin de ce marché, il n'y a plus de récurrence, eh bien, cette société vaut beaucoup moins cher. Pour reprendre la gestion de patrimoine, j'avais eu un cabinet de gestion de patrimoine à vendre et donc, généralement, les cabinets de gestion de patrimoine valent 2 à 3 ans de chiffre d'affaires. Et en analysant un peu plus les comptes, je me suis aperçu qu'en fait, ce n'était pas un cabinet qui facturait les 10% de primes chaque année, et il était plutôt sur 25% à la signature. Et donc, c'était un cabinet qui avait préféré toucher 25% tout de suite à la signature plutôt que de toucher 10% par an. Alors déjà, si on fait le calcul, un client qui va rester 10 ans, eh bien, il vaut mieux toucher 10 fois 10% qu'une fois 25%. Donc déjà, on s'aperçoit que c'est moins élevé. Mais malgré tout, deuxième inconvénient, c'est que 25%, ce n'est pas récurrent parce qu'on le touche une seule fois. Et d'ailleurs, si on ne fait pas de nouvelles ventes, eh bien, on ne les retouche pas à ces 25%. Et donc, moi qui pensais que ce cabinet qui faisait 3 millions de chiffre d'affaires valait environ 10 millions d'euros parce qu'il y avait de la trésorerie, eh bien, finalement, il s'est vendu seulement 4,5 millions à cause de ce seul fait qu'il avait préféré facturer seulement les 25% au démarrage, ce qui à court terme augmente la trésorerie, mais qui à moyen long terme est moins avantageux. Et dans le domaine de Web Agency, c'est vrai que généralement, une activité récurrente dans le domaine du high-tech se valorise très souvent plusieurs années de chiffre d'affaires, si c'est récurrent. Alors, combien d'années, ça s'analyse, c'est entre 1 et 3 ans, et ça se valorise en moyenne plus de 8 à 10 fois le BE. Alors combien, c'est pas évident non plus, c'est le résultat de l'appel d'offres qui permet de savoir à quel niveau on arrive, mais parfois ça peut, là on a vendu un éditeur de logiciel 15 fois son EBE. Donc pour une petite taille, on était sur une société de 4 millions de chiffre d'affaires. Alors, je suis parti du très spécialisé pour arriver au général. Ici, vous avez toutes les méthodes de valorisation qui existent. Vous avez les 3 méthodes classiques et vous avez la 4e que j'ai ajoutée parce qu'elle me semble être très importante à l'heure actuelle depuis quelques années. La première méthode, c'est les multiples de transactions. Donc, c'est ce qu'on a évoqué depuis le début. Donc, on valorise une société par les multiples de transactions. Les multiples de transactions, ça veut dire qu'on va obtenir des comparables. Il faut qu'on ait un échantillon. Il faut qu'on discute, soit parce qu'un cabinet de conseil en fusion acquisition comme moi, on a un panel de transactions, soit on va discuter avec des banquiers, des experts comptables, des concurrents, des clients, toutes personnes qui ont eu connaissance de valorisation. Donc, ça peut être soit des valorisations d'entreprises de la même taille qui se sont vendues, soit c'est seulement un actionnaire qui est rentré au capital et ça donne quand même une valorisation, même s'il peut y avoir des décotes de contrôle, soit ça peut être des sociétés comparables cotées en bourse et sur laquelle on va essayer de dire, bon, il y a une société qui fait le même métier que moi, mais qui est cotée en bourse. Est-ce que c'est vraiment le même métier? Est-ce que c'est comparable? Bon, c'est pas évident, mais on peut quand même le prendre en considération. Et on prend toutes ces informations, toutes ces valorisations, on essaie de récupérer un maximum de données. Est-ce que c'est vraiment comparable? Quel est son métier exact? Quel est mon métier exact et quelle est la différence de métier? Sa localisation, sa clientèle, sa taille, sa récurrence, son chiffre d'affaires, sa rentabilité, sa marge. Et on va ensuite calculer des multiples et des comparables. Et on va essayer ensuite de faire des moyennes de ces multiples, moyenne de multiples de chiffre d'affaires, moyenne de multiples de marge brute, moyenne de multiples de BE, moyenne de multiples de résultats d'exploitation, moyenne de multiples de résultats nets. Et ensuite, on va appliquer ces multiples à notre société. Les résultats donnent 2 années de chiffre d'affaires, 1 année de marge brute, 10 fois le BE, 12 fois le résultat d'exploitation, 14 fois le résultat net. Et on fait la moyenne de toutes ces sommes sur notre propre société et on l'applique. Le résultat de ces calculs donne ce qu'on appelle en technique financière la valeur d'entreprise. Donc VE en abrégé. Et en anglais, c'est la traduction Enterprise Value. Et donc EV en anglais. Donc valeur d'entreprise, Enterprise Value, EV et VE, c'est le calcul de la valeur d'entreprise, de la valeur économique. Mais ce n'est pas la valeur des titres. Parce que c'est comme quand vous achetez un appartement, 1 million d'euros, eh bien, vous achetez un appartement 1 million d'euros, mais vous allez créer une SCI dans laquelle vous allez apporter
200 000 euros d'apport et 800 000 euros de dette. Combien vaut la SCI? Elle ne vaut pas 1 million, elle vaut 200 000 euros. C'est la valeur du capital, c'est la valeur de ce que vous avez apporté. Et donc, valeur des titres, c'est donc cette valeur de 200 000 euros. Valeur d'entreprise, c'est le million d'euros de la valeur de l'actif. Et donc, certains vont appeler ça la valeur du fonds de commerce. C'est un peu plus sophistiqué que ça. Et donc, il ne faut pas confondre valeur d'entreprise, valeur des titres. Valeur d'entreprise, c'est la valeur du calcul économique des actifs économiques, récurrence, rentabilité. Et valeur des titres, c'est la valeur du capital. Quelle est la différence entre les deux? On va ajouter la trésorerie et enlever les dettes, tout simplement. Donc, dans l'exemple de la SCI, il y a 0 trésorerie, on enlève les 800 000 euros de dette, et bien, ça donne la valeur des titres. Dans une entreprise, c'est pareil, on calcule la valeur d'une entreprise à 5 millions d'euros, on a 1 million d'euros de trésorerie en plus et on a 2 millions d'euros de dette, et bien, 5 plus 1 moins 2, la valeur des titres, c'est 4 millions d'euros. Ensuite, ça, c'est la première méthode de valorisation. C'est la méthode la plus utilisée. C'est la méthode la plus utilisée pour beaucoup de raisons. Déjà, c'est la plus simple. C'est la plus courante. Et puis, c'est plus facile de faire une multiplication que de faire des calculs plus sophistiqués. Donc, c'est certainement aussi une méthode que tout le monde autour du webinaire a déjà utilisée, même peut-être sans le savoir. La deuxième méthode, c'est la méthode des discounted cash flow, donc des DCF, appelés en français valeur des cash flows futurs actualisés. C'est donc, comme son nom l'indique, la somme des cash flows futurs de l'entreprise qu'on va actualiser aujourd'hui. C'est la meilleure des méthodes. C'est la méthode la plus proche de la réalité pour plein de raisons. Entre autres parce que un acheteur, il achète le futur, donc il achète les cash flows futurs, et donc c'est naturel d'analyser et de calculer, de valoriser les cash flows futurs, et c'est bien ce dont l'acheteur va bénéficier, et c'est donc bien ce que l'acheteur doit payer. Mais ce n'est pas toujours la méthode la plus utilisée, ou en tout cas, si elle est la plus utilisée, ce n'est pas toujours la méthode la plus simple à accepter et sur laquelle on va pouvoir se mettre d'accord. Tout simplement parce que le vendeur, il va survaloriser son business plan et donc il va dire qu'il est certain de faire 20% de croissance par an, c'est un minimum pendant les 10 prochaines années. Et d'ailleurs, ensuite, on va actualiser les cash flows futurs par un taux d'intérêt, un taux d'actualisation. Et le vendeur, il va dire, moi, le taux d'actualisation, comme le taux de base bancaire, c'est 0%, bon, je rajoute une prime de 5%, c'est énorme. Et donc, on va actualiser le futur à 5%. Et là, si on prend des exemples, vous allez voir que la petite société de 1 million d'euros, elle vaut déjà 100 millions d'euros si on applique cette méthode avec ce taux de croissance. Enfin, peut-être pas 100 millions, mais en tout cas, plusieurs millions d'euros, alors que peut-être qu'elle vaut que 1 million d'euros. À l'inverse, l'acheteur, il va dire, non seulement je ne suis pas sûr de faire 20% de croissance, peut-être même que je ne vais pas faire du tout de croissance et peut-être même que je vais faire de la décroissance. Donc, le BP, le business plan de l'acheteur, c'est peut-être 0% de croissance, voire même, il va dire, qui me dit que je ne veux pas perdre 20% de clients chaque année à l'avenir. Et le taux d'actualisation, l'arrêté, c'est que quand on actualise les cash flows futurs, on est plus proche des 10 à 25% de taux d'actualisation suivant les secteurs d'activité. Alors oui, ça vous paraît démentiel, considérable, mais c'est bien le taux d'actualisation, c'est-à-dire le coût moyen du capital pondéré pour les PME. Et on est très souvent proche des 20-25% pour les PME, sauf celles qui ont des gros atouts, des grosses croissances. On est en général sur des taux d'actualisation très élevés. Ce qui fait que si on est sur un taux d'actualisation de 20%, la prise en compte de la rentabilité de 1 million d'euros dans 5 ans fait que actualisé à hauteur de 20% pendant 5 ans, il ne reste plus grand-chose à aujourd'hui. Il va peut-être rester 30% de la valeur terminale. Donc, c'est intéressant de faire les discounted cash flow, c'est-à-dire c'est très intéressant, c'est très important. Ça permet aux vendeurs et aussi à l'acheteur de se poser énormément de questions, de se mettre en condition. Quel est le budget pour l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on va faire comme chiffre d'affaires, comme rentabilité? Quels investissements on doit faire l'année prochaine? Quels achats? Quelles ventes? Quel départ? Quelle démission? Quelle retraite? Combien ça coûte? Tout ça. Qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans? Rebelote, on refait un travail, on refait un nouveau budget. Qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans? C'est très intéressant de se poser ces questions.
C'est le meilleur exercice. C'est un exercice qui est très utile, très intéressant, voire même nécessaire. Mais ce n'est pas parce qu'on y a passé des heures et des dizaines d'heures et des centaines d'heures, qu'on soit côté vendeur ou côté acheteur, que c'est cette méthode qu'on va utiliser, qu'on va appliquer. C'est très important de le faire. Ça permet à l'acheteur et au vendeur de se mettre en condition, de vérifier ce qui va se passer. J'avais vendu une clinique il y a quelques années et ce n'était pas évident de se rendre compte, avant de faire cet exercice, des investissements qui étaient nécessaires pour rénover la clinique dans 3, 4 et 5 ans. Parce que le vendeur disait, mais la clinique, elle fonctionne très bien. Oui, mais dans 3 ans, il va falloir rénover le sous-sol. Dans 5 ans, il va falloir refaire la charpente. Et dans 6 ans, il va falloir refaire des travaux de fond en comble, sans compter que chaque année, il faut aussi renouveler un quart du matériel. Et l'exercice du business plan a été très riche pour se rendre compte de façon beaucoup plus sérieuse et précise de tous ces événements à venir. Et donc, ensuite, on a pu actualiser les cash flows futurs de façon sérieuse. Les cash flows, je l'ai répété 5 fois, c'est donc le cash flow, donc c'est le flux de trésorerie positive ou négative qui va être généré chaque année à venir. Donc, c'est le résultat net, donc c'est le résultat après amortissement, après impôt société, après résultat exceptionnel, après toutes les charges et financières, auxquelles on va rajouter les amortissements. Donc, on va retraiter les investissements et les amortissements pour que ça soit, on va simuler quelle est la trésorerie excédentaire qu'on va pouvoir générer chaque année. Pourquoi? Parce que c'est bien cette trésorerie générée, nette de BFR, nette d'investissement, qui va pouvoir être utilisée pour rembourser soit une dette d'acquisition, soit le capital. La troisième méthode, je vais aller vite quand même, actif net réévalué ou encore valeur nette comptable, ou encore également appelé valeur à la casse. Valeur à la casse parce que on va simplement valoriser les actifs réévalués à la date d'aujourd'hui. Combien valent les actifs à la date d'aujourd'hui? On ne va pas valoriser le futur, le business plan, la rentabilité, etc. Donc, ce n'est pas tellement utilisé, sauf dans certains cas. Eh bien, il y a quand même beaucoup de cas dans lesquels c'est utilisé, comme les actifs industriels ou une société dans laquelle l'immobilier et le matériel vaut beaucoup plus cher, voire le stock beaucoup plus cher que l'activité économique. Et il ne faut pas additionner les différentes méthodes de valorisation. J'avais un groupe d'entreprises, de magasins à vendre il y a 8 ans, et donc le dirigeant m'a dit, bon, ma société, elle vaut au moins 15 millions d'euros. Rien que les pas de porte, je claque des doigts, j'ai 25 agents immobiliers qui me payent déjà 5 millions d'euros pour m'acheter les pas de porte. Rien que le stock, j'en ai pour déjà 5 millions d'euros pour valoriser le stock. Rien que la rentabilité des 3 prochaines années, j'en ai encore pour 5 millions d'euros. Et puis, après, il m'a même dit qu'il avait encore d'autres actifs. Non, malheureusement, on ne peut pas additionner ces différents actifs parce que déjà, si vous valorisez la rentabilité future, pour faire cette rentabilité future, vous avez besoin du stock de 5 millions d'euros et vous avez besoin des fonds de commerce et des pas de porte de 5 millions d'euros. Donc, si vous valorisez la rentabilité future et donc les multiples qui permettent d'aboutir à la troisième valorisation de 5 millions d'euros, vous ne pouvez pas déjà avoir vendu les pas de porte et le stock, parce que si vous l'avez vendu, vous ne pouvez plus faire cette rentabilité future. Donc, vous ne pouvez pas additionner les méthodes de valorisation. Mais il aurait dû me dire, et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait à la fin, me dire, je peux liquider la société, je peux vendre les pas de porte 5 millions d'euros, mais encore faut-il prendre en compte que si on vend les pas de porte, on doit constater 25% d'impôt sur la société, donc au minimum, et donc ça ne vaut pas 5 millions, ça vaut seulement 3,7 millions. Et je peux vendre le stock, mais pareil, le stock, je vais peut-être faire une plus-value, donc ça vaut non pas 5 millions, mais ça vaut 3,7 millions. Et donc on peut additionner deux actifs, 3,7 millions plus 3,7 millions. On valorise, donc c'est actif net réévalué, ANR, valeur nette comptable. Et donc, on peut valoriser comme ça tous les éléments d'actifs. On va aussi valoriser tous les éléments de passifs. On va faire la somme de tous les actifs, tous les passifs. Ça va donner la valeur nette comptable, l'actif net réévalué. C'est donc cette méthode de valeur à la casse. Et finalement, on a vendu un par un les magasins et le stock. Quatrième méthode, c'est la méthode de valorisation par les financements, ou encore appelée la méthode du LBO. C'est une méthode qui est tout simplement la somme de tous les actifs que peuvent financer l'acheteur. Et donc, si un acheteur, un fonds d'investissement dit, moi, pour cette société, je suis prêt à mettre 5 millions d'euros de capital. On va voir la banque, elle dit, moi, je peux prêter 10 millions d'euros. On va voir le vendeur, il dit, moi, je peux faire un crédit relais, un prêt, un crédit vendeur de
3 millions d'euros. Et puis, j'accepte aussi un complément de prix de 1 million d'euros. On va rajouter à cela une dette privée de 3 millions d'euros. Et bien, on va faire la somme de tous ces financements. Eh bien, la somme de tous ces financements donne ce qu'on appelle la valeur des financements. C'est la somme que l'acheteur est prêt à mettre pour acheter cette entreprise. Il peut y avoir une déconnexion totale de cette valorisation avec les 3 autres méthodes. Eh bien, ce n'est pas grave. Si l'acheteur veut acheter cette société, il l'achète. Et dans la vie réelle, eh bien, c'est ce qui se passe quand on achète un appartement. Pourquoi est-ce que l'appartement en face de mes bureaux, il vaut 1 million d'euros? Tout simplement parce qu'il y a une famille qui est partie voir son banquier, qui voulait habiter là. Il a dit au banquier, combien vous me prêtez? Combien vous avez d'apport? On a 300 000 euros d'apport. Très bien. Combien vous gagnez? On gagne 8 000 euros chacun. Très bien. Ben, moi, je vous prête sur 25 ans 750 000 euros avec les frais de notaire. Vous payez 1 million d'euros. Eh bien, ils ont payé 1 million d'euros. Non pas. Alors oui, bien sûr, il y a des multiples. Vous allez me dire que vous avez les multiples et les agents immobiliers connaissent la valeur de marché. Mais malgré tout, c'est bien parce qu'il y a une valeur de financement qu'il y a cette bulle immobilière. Et donc, il y a cette valeur immobilière parce qu'il y a des personnes qui sont parties voir leur banquier et qui ont pu collecter 1 million d'euros. Et donc, c'est ce million d'euros qui fait office de valeur de transaction. Et c'est ce qui se passe très souvent dans les entreprises. Et quand je demande, mais quel multiple vous avez utilisé et quelle méthode de discounted cash flow, quel budget vous avez fait? Non, on n'a pas fait de budget. On a essayé d'acheter 3 sociétés du secteur. On n'a pas réussi à les acheter. On ne veut pas louper celle-là. Il n'y en a pas d'autres à vendre. On va payer. On a 20 millions d'euros. On paye 20 millions d'euros. Rachel, il me reste combien de temps? Il reste 5 minutes, Patrice. Ah, j'ai bien dépassé alors. OK. Alors, on a déjà parlé de l'EBITDA. Ici, vous avez le recalcul de l'EBITDA et de l'EBE. De la valeur d'entreprise. Ici, les décotes et les surcotes. On a déjà listé un certain nombre de décotes et de surcotes. Donc, on a des surcotes et des décotes. Les surcotes, c'est quand on a des bonnes nouvelles, on a des technologies, on a une croissance du marché, on a un grand nombre de clients. Tout ça, c'est des surcotes. Et des décotes, c'est on a un client qui fait 40% de chiffre d'affaires, on a un dirigeant qui part à la retraite et qui risque de partir avec le savoir-faire de l'entreprise et les clients. On a des décotes parce qu'on a un concurrent qui va nous prendre des parts de marché. Et donc, tout ça, c'est des décotes. Et donc, les surcotes et les décotes font que parfois, on va perdre 10, 20, 50% ou on va gagner 10, 20, 50%. Ici, on a des exemples de calcul. On a donc calculé les multiples, on l'applique à l'entreprise et donc on a des résultats. Ici, dans cette société, on a regardé les comparables. On s'est aperçu que les comparables valaient en moyenne 50% de chiffre d'affaires, 120% de la marge brute, 4,4 fois le BE et 4,8 fois le résultat d'exploitation. On a fait la moyenne de 3 sociétés qui nous paraissaient être assez équivalents et donc on a appliqué ces multiples à notre société. Ici, on a quelques exemples de multiples sectoriels. Alors, c'est des exemples de multiples qui datent des 20 dernières années, parce que moi, j'ai 18 ans d'expérience, donc j'ai fait des moyennes des 20 dernières années, et on arrive dans chaque sous-secteur d'activité à avoir des multiples de chiffre d'affaires, multiples de marge brute, multiples de rentabilité, et on voit si on applique ou pas l'actif net réévalué. Concernant les secteurs d'activité, on a parlé d'hôtellerie. Donc, généralement, historiquement, l'hôtellerie est un secteur qui se valorise très bien parce que c'est très pérenne. On sait qu'on est au bord de la mer, on sait que l'hôtel ne va pas pouvoir être déménagé. Donc, en général, on valorise un hôtel autour de 15, voire 20 ou 30 fois la rentabilité, plus la valeur de l'immobilier qui généralement vaut souvent autant que l'activité économique. Mais évidemment, à cause du Covid, ça peut changer. Dans le high-tech, on a souvent des valorisations très élevées grâce à la croissance. On est parfois à 10, 20 fois la rentabilité. Et donc, etc. Alors, la deuxième partie de la conférence, c'est augmenter la valeur. Alors, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais en fait, j'en ai beaucoup parlé. Comment on augmente la valeur? Eh bien, on travaille tout simplement sur ses faiblesses pour les transformer en force. Et on prend les forces et on améliore les forces. Et comme on a dit qu'une société valait un multiple de chiffre d'affaires, ben, il suffit d'augmenter le chiffre d'affaires pour augmenter la valeur. Comme on a dit qu'une société valait un multiple de rentabilité, il suffit d'augmenter la rentabilité pour augmenter la valeur ou de baisser les charges. Je suis d'accord, c'est de la palissade, mais dans la réalité, ça fonctionne. Parfois, il y a des petites choses à appliquer qui permettent d'améliorer très fortement la valeur. Il suffit de rendre les clients pérennes sur du long terme
pour augmenter la valeur. Il suffit, par exemple, de les rendre récurrents alors qu'ils n'étaient pas nécessairement récurrents historiquement. Comment on peut les rendre récurrents? Tout simplement en leur disant, écoutez, si plutôt que de re-signer un nouveau contrat chaque année, moi, on vous propose un contrat qui se renouvelle par tacite reconduction. Et si vous acceptez cette tacite reconduction, je vous fais une remise de 5%, de 10%, de 15%. Alors, bien sûr que chaque conseil, parfois, je vais dire l'inverse. Je vous donne un exemple. J'ai un client qui avait Nestlé comme premier client, qui faisait 65% de chiffre d'affaires. Et après analyse, tous ses conseils lui avaient dit, mais surtout, c'est un problème. Vous avez Nestlé qui fait 65% du chiffre d'affaires. C'est une grosse faiblesse. Votre société, elle ne vaut rien à cause de ça. Moi, j'ai pris le parti exactement opposé. J'ai dit, Nestlé, c'est votre plus grande force. Vous êtes indispensable à Nestlé. Vous avez une technologie que Nestlé souhaite conserver. Et donc, j'ai dit, est-ce que vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires avec Nestlé? Il a dit oui. Je lui ai dit combien, comment. Il a travaillé pendant 3 mois. Il a triplé son carnet de commandes auprès de Nestlé. Il a doublé son chiffre d'affaires avec Nestlé. Nestlé est passé de 65 à 79% du chiffre d'affaires et on a valorisé on a vendu la société 14 500 000 euros alors que les 3 conseils préalables avaient dit que ça valait entre 4 et 6 millions d'euros. Donc, augmenter la valeur, c'est travailler, réfléchir, s'investir. Nous, quand on prépare une société de vendue, on va investir 1800 heures de travail au total entre le lancement de la mission et la vente de la société. 1800 heures de travail uniquement de consultants de cabinet de conseil en fusion et acquisition pour bien comprendre d'où vient la valeur. J'avais un dirigeant d'entreprise qui voulait vendre sa société et partir aux États-Unis. Il avait 38 ans. Et il voulait 1 800 000 euros pour sa société et on a rapidement, en 3 mois, obtenu des offres entre 1,5 million et 2,5 millions. Donc, marché était fait, on aurait pu vendre la société. Mais je lui ai dit, mais pourquoi vous voulez vendre la société? J'ai mis 3 mois à le convaincre de vendre sa société, mais de rester manager pendant au moins quelques trimestres. Il a accepté de rester au moins 18 mois. Grâce à ça, on a eu 3 acheteurs supplémentaires qui étaient très intéressés pour qu'il accompagne la reprise. Et comme il était force de proposition, il avait une bonne dynamique, eh bien, tous les 3 acheteurs ont augmenté la valeur de la société parce que le dirigeant restait. Et donc, on a eu une offre à 4 millions d'euros, une offre à 5 millions d'euros et on a vendu au final la société 5 700 000 euros. Donc, rien que le fait que le dirigeant restait dans l'entreprise a permis de surcoter l'entreprise alors que les autres appliquaient une décote parce qu'ils avaient peur que la société perde de sa valeur avec le départ du dirigeant. Et comme le dirigeant faisait 25-30% de croissance jusqu'à la vente, eh bien, les acheteurs ont espéré que le dirigeant aide à faire encore 25-30% de croissance après la vente. Et grâce au seul fait que le dirigeant reste dirigeant et s'engage à rester dirigeant 18 mois, a fait tripler la valeur de la société. Donc, augmenter la valeur, ça veut dire analyser les faiblesses, essayer de transformer les faiblesses en force, analyser les forces, essayer de les améliorer, analyser les opportunités du marché, de les saisir, analyser les contraintes et essayer de les contourner les contraintes du marché. Et c'est souvent par chiffre d'affaires et rentabilité qu'on va travailler sur la valorisation. Voilà pour les quelques slides de présentation. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite et que c'était assez clair. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Oui, justement. Donc, je voulais laisser la parole aux participants et leur demander s'ils ont des questions. Alors, Michael qui nous envoie un commentaire en nous disant que c'est hyper intéressant. Alors, bon, Michael, oui, c'est gentil, hein, vous me faites rougir. À votre service. Hein. Est-ce que vous avez des questions particulières pour Patrice? Tout a été clair aujourd'hui pendant la présentation? Je vois pas de questions arriver, donc je pense qu'on va clôturer la session. Alors, ce que je voulais vous dire, donc avant qu'on clôture la session, je vais vous envoyer donc un email avec les coordonnées de Patrice. Si vous souhaitez donc poursuivre la conversation avec lui, vous pouvez le faire. Et nous allons avoir donc la prochaine session de ce cycle aura lieu le 31 mai. Je vous enverrai également donc le lien pour vous inscrire si vous souhaitez y participer et nous pourrons aussi continuer la conversation à ce moment-là. Donc, si on n'a plus d'autres questions, on va clôturer. Patrice, merci, je te remercie beaucoup, c'était très intéressant.
Avec grand plaisir. Si on a encore quelques minutes, parce qu'on a peut-être quelques minutes, moi je voulais donner d'autres exemples de création de valeur. Alors, c'est Oui, du tu peux réel. donner un ou deux exemples parce que je pense que quand tu donnes des exemples, c'est très parlant aux gens. Ouais. Les gens se projettent, tu vois. Alors, vraiment, c'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité. J'ai un client qui vendait ses heures de prestation, enfin ses journées de prestation, 450 €. Et moi, je trouvais que c'était pas très cher. Sauf que j'étais pas du tout spécialisé dans son secteur d'activité. Moi, je lui ai dit, mais j'ai l'impression que c'est pas très cher, 450 €. Et lui, il m'a dit, mais si, c'est très bien, c'est très cher. Et si je pouvais augmenter d'1 €, j'aurais fait depuis longtemps. Et sa femme, elle m'a dit la même chose. Donc, ils étaient deux dirigeants, ils faisaient ça depuis 40 ans et donc ils connaissaient très bien leur domaine. Je leur ai demandé donc la liste des acheteurs parce qu'on avait un mandat de vente et je me suis permis, avec leur autorisation quand même s'ils n'étaient pas très favorables, de contacter leurs concurrents de façon anonyme et de leur demander leurs tarifs. Et donc les concurrents étaient entre 700 et 900 € par jour. Et donc, on a vérifié et c'était la réalité. Et donc, on est retourné voir nos clients pour leur dire cette information. Donc, ils n'y croyaient pas. Et au final, on a travaillé pour justifier ces tarifs, pour les aider à augmenter les tarifs. Alors, ça a mis 1 an pour augmenter les tarifs. On est passé à 700 € par jour, puis 750 et 780 pour certains tarifs. On a Pour préparer la valorisation, on a, parce que la société gagnait vraiment pas beaucoup d'argent, on a augmenté les tarifs. On a, comparé les tarifs avec, la concurrence et donc, on a vérifié que la qualité était bien présente et on a ensuite augmenté les tarifs client après client pour éviter de perdre tous les clients du jour au lendemain en, augmentant de 30 les tarifs. Ça a fonctionné. Donc, pour augmenter la valorisation, enfin, c'est pour ça, c'est de la science-fiction, mais c'est de la réalité. Il suffit parfois de faire des petits travaux d'amélioration et d'augmenter, par exemple, les tarifs. Un autre exemple, une société qui dépensait de l'argent pour trouver des clients, mais qui avait surtout besoin de main-d'œuvre. Donc, une société de prestation de services, et on sait que les compétences sont rares. Et donc, c'est une société qui avait un salarié qui était commercial pour signer des contrats avec des clients et qui dépensait chaque année 120 000 € en frais publicitaires, Internet, etc., pour rechercher des clients. On arrivait à 250 000 € de dépenses au total pour le service commercial. Et je lui ai dit, mais à quoi ça sert de chercher des clients? Vous avez suffisamment de clients, il vous manque des salariés. Et il n'en avait pas conscience. Et donc, on l'a accompagné pour transférer ce budget pour signer des clients vers un budget pour trouver des salariés. Et donc, grâce à ça, 80 % du budget a été transféré pour trouver des salariés, former les salariés, trouver des compétences. Et le chiffre d'affaires et la rentabilité ont augmenté de plus de 65 % sur l'année qui a suivi. Donc, c'est ça la valorisation. La valorisation, c'est aussi du conseil en augmentation de la valeur. C'est parfois rendre la clientèle récurrente, je l'ai donné, l'exemple tout à l'heure, mais ne pas chercher absolument des contrats sur des longues durées. Il vaut mieux, assurer une prestation de service de qualité sur, sans engagement nécessairement sur la durée, parce que si le client est satisfait, il restera longtemps et ça se valorise. Ce qui se valorise, c'est aussi le grand nombre de clients. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est très important. Il faut multiplier le nombre de clients. Plus on a de clients, plus l'activité est pérenne. Alors, tous ces conseils ne sont pas valables à n'importe quel moment de la vie de l'entreprise et de l'entrepreneur. Un entrepreneur qui veut continuer à diriger sa société pendant 20 ans a le droit de choisir des clients rentables et des gros marchés, des gros chantiers, des clients qui vont représenter 20, 30, 50 % de son chiffre d'affaires. Mais quelques années avant la vente, il faut penser que l'acheteur, lui, il va moins bien valoriser des gros clients qui ont des durées de vie limitées par rapport à un client récurrent qui est là depuis 5 ou 10 ans. Donc, une session d'entreprise, ça se prépare quelques années avant. Ce n'est pas obligatoire d'appliquer exactement les mêmes conseils à toutes les étapes de vie de l'entreprise ou de l'entrepreneur. Tout à l'heure, on a parlé de start-up. Donc, une start-up, ça vaut beaucoup d'argent. Par exemple, les éditeurs de logiciels en mode SaaS valent beaucoup d'argent. On est souvent sur 3, 5, 10 ans de chiffre d'affaires, parfois 20 ans de chiffre d'affaires, parce qu'on est en mode SaaS. Pourquoi ça vaut beaucoup plus cher le mode SaaS? Parce que on a une société dans laquelle le client est récurrent, il se renouvelle tout seul automatiquement par lui-même sur Internet. Donc, premier avantage, c'est récurrent.
Deuxième avantage, il est autonome, donc il n'y a pas de service nécessairement commercial pour la vente. Troisième avantage, comme le logiciel est mis à jour automatiquement sur Internet, eh bien, il n'y a pas besoin d'installation informatique qui va faire que ça prend du temps, que ça va nécessiter des déplacements, de la formation, etc. Donc, grâce à ça, un éditeur de logiciel, habituellement, il se valorise 1, 2 ans de chiffre d'affaires, parfois 2 ans et demi, et un éditeur de logiciel en mode SaaS, il va se valoriser 3, 5, 10 ans de chiffre d'affaires parce qu'il y a tous ces avantages, automatisation, récurrence, pas besoin de réinstallation, etc. Alors évidemment, un chef d'entreprise en édition de logiciel va pouvoir discuter de ce que je viens de dire, mais en tout cas, les faits sont têtus et donc les éditeurs de logiciels en mode SaaS valent souvent des multiples de chiffre d'affaires très élevés. Est-ce qu'il y avait un autre secteur d'activité sur lequel, alors je sais que normalement le temps est compté, mais je vois qu'on est encore 11 et que tout le monde est encore intéressé pour écouter la fin. Est-ce que par rapport au secteur d'activité qu'on avait, alors je vois qu'il y a 2 interventions. Merci, c'est top. Bon, c'est gentil. Comment structurer un processus de session? Merci Eliade pour la question. Alors, un processus de session, bon, la thématique aujourd'hui, c'est la valorisation d'entreprise. Mais c'est vrai que pour atteindre une valorisation, il faut avoir un acheteur. Et donc, tant qu'on n'a pas l'acheteur, c'est bien gentil d'avoir fait des calculs sur Excel, ça ne vaut rien en fait. Combien de dirigeants d'entreprise ou d'experts comptables m'ont dit « ça y est, moi j'ai valorisé mon entreprise, je sais combien ça vaut ». Enfin, tant que tu n'as pas d'acheteur, ça ne vaut rien. Donc, le seul moyen d'avoir une vraie valorisation, c'est d'avoir un prix de vente d'une entreprise. Merci beaucoup, à bientôt. Donc, eh bien, il faut rencontrer le marché. Alors, quand on est coté sur le marché boursier, eh bien, c'est simple. Tous les jours, on a des acheteurs et des vendeurs et c'est ce qui donne le prix du marché. Et s'il y a plus d'acheteurs, le prix monte. S'il y a plus de vendeurs, le prix baisse. Quand on a une société qui n'est pas cotée sur les marchés financiers, eh bien, il faut organiser un processus de cession. Alors, certains vont simplement demander à leurs concurrents directs ou vont vendre à leurs enfants à la société, ce qui est intéressant. Mais par exemple, j'avais un dirigeant qui voulait vendre à ses petits-enfants. J'ai dit, bah oui, mais regardons ce que donne la concurrence. Il voulait vendre sa société à ses petits-enfants 6 millions d'euros, ce qui veut dire qu'il y avait quand même 17 autres membres de la famille qui allaient ne pas toucher d'argent enfin, qui allaient toucher seulement le reliquat des 6 millions d'euros. Et on a mis en compétition plusieurs acheteurs et la valorisation du marché, c'était 20 millions d'euros. Et donc, parfois, c'est intéressant de mettre en compétition le marché parce que là où il y a 2 petits-enfants qui avaient l'impression de payer un prix exorbitant, 6 millions d'euros, qui allait être partagé entre les 17 autres membres de la famille, eh bien, il était peut-être préférable de vendre 20 millions d'euros. Et même en plus, ces 20 millions d'euros, les 2 petits-enfants qui voulaient acheter auraient profité d'une partie de ces 20 millions d'euros. Donc, mettre en compétition la société, c'est préparer le dirigeant à vendre sa société, préparer fiscalement, patrimonialement, qu'est-ce qu'il veut faire, pourquoi il veut vendre, à qui il veut vendre, est-ce qu'il y a un membre de la famille, un salarié qui veut acheter, etc. Préparer la société de vendu, ça veut dire tout ce qu'on vient de dire, comment on augmente la valeur, comment on prépare la société. Puis, lister les acheteurs par tout moyen. Les acheteurs, on n'y pense pas, mais très souvent, ils sont très nombreux. Et parfois, on a 50 acheteurs, 100 acheteurs, parfois 150 acheteurs pour une société de 20 millions d'euros, parce que les acheteurs, ils viennent de partout. Il y a des concurrents directs, des entrants potentiels, des gros acteurs, des acteurs moyens, des fonds d'investissement, des petits fonds d'investissement, des personnes physiques, des étrangers, des Suisses, des Suédois, des Américains, des Indiens, des Japonais. Même pour une petite société, de 3 millions d'euros, on a fait venir des acheteurs de 25 pays différents. D'ailleurs, on avait fait venir pour un petit laboratoire pharmaceutique de 3 millions d'euros dans la Nièvre. On avait fait venir des acheteurs indiens, chinois, américains, guatémaltèques, tunisiens, israéliens, palestiniens, suisses, allemands. Le premier qui avait fait une offre intéressante, suffisante, c'était l'acheteur palestinien. Puis l'israélien, il a surenchéri. Puis finalement, c'est l'acheteur guatémaltèque qui a acheté. C'est une histoire tout à fait réelle et rocambolesque. C'est l'acheteur guatémaltèque qui avait acheté la société. Pourquoi? Parce que c'était lui qui avait absolument besoin de pénétrer le marché français. L'usine de fabrication était trop petite pour atteindre le seuil de rentabilité de l'usine de fabrication. Et c'est l'acheteur, il a été intéressé parce qu'il a amené lui-même ses produits et donc il a augmenté la valeur de la société parce qu'il voulait acheter la capacité d'autorisation
des médicaments en Europe. Il a acheté une usine de fabrication qui était sous-utilisée, qui était déficitaire, mais qu'il allait rendre rentable. Il a acheté également la capacité d'homologation de ses propres produits qui venaient du Guatemala pour les homologuer en Europe. Et donc, c'est lui qui a été très intéressé et qui a acheté. Donc, le processus de cession, c'est donc mettre en compétition à travers un appel d'offres structuré, systématique, les acheteurs, dans la limite du raisonnable et de ce sur quoi est d'accord le vendeur, d'étudier, de rencontrer les acheteurs, de répondre à leurs questions, d'étudier leurs offres, de faire augmenter les prix des acheteurs. Et grâce à ça, on obtient des prix souvent du simple au triple. Et donc, de maximiser la valorisation, puis d'organiser la finalisation de la vente, d'aider les acheteurs à obtenir leur financement, parfois s'ils ont besoin de les mettre en relation avec des avocats, des experts comptables pour faire les audits, ce qui s'est passé derrière pour cet acheteur guatémaltèque. On s'est aussi occupé des traductions. Et donc, c'est aussi s'assurer de la bonne gestion du patrimoine du dirigeant à la fin. Il y a une question qui est arrivée, Qui doit Patrice. annoncer la valo en premier, le vendeur ou l'acheteur? Donc, personne, enfin en tout cas, quand j'interviens moi, je n'annonce pas la valo. Donc c'est bien. Quand je conseille, je n'annonce pas la valo. Donc en tant que conseil du vendeur, je vais organiser un appel d'offres. Et donc comme j'organise un appel d'offres, je ne donne pas de valorisation. Alors évidemment, les acheteurs vont dire, bah, si j'ai pas de valo, je fais pas d'offre. Bon, bah, très bien. Il passe son tour et le troisième, le quatrième, le cinquième, peut-être qu'ils vont faire une offre. Quand on a 3, 4, 5 offres, là on commence à avoir une idée du prix. Et là, à ce moment-là, si j'estime que on a suffisamment d'offres, c'est à ce moment-là, moi, en tant que conseil du vendeur, que je vais annoncer le prix aux autres acheteurs qui n'ont pas réussi à se prononcer. Mais parfois, c'est déjà trop tard et on a déjà accepté une des offres parmi ceux qui avaient accepté de faire une offre. À l'inverse, quand je suis conseil de l'acheteur, parce que je suis parfois conseil de l'acheteur, eh bien, je fais parler le vendeur. Donc, j'essaie de le faire parler sur son prix souhaité. Et pour vous donner un exemple, c'est du réel, c'est du concret. Ça s'est passé ces 3 derniers mois. J'avais 2 vendeurs, un qui était basé à 50 km au nord de Bordeaux et un qui était basé à 100 km à l'ouest de Bordeaux. La même société, la même activité, la même rentabilité, la même organisation, la même clientèle. Les deux construisent des réseaux d'électricité pour Enedis, Électricité de France. Les deux faisaient la même chiffre d'affaires, la même rentabilité, la même organisation. Ils veulent vendre, ils veulent partir. Les deux, pareil. Eh bien, j'ai fait parler les vendeurs. Il y en avait un des deux qui voulait 3 fois moins cher. 3,5 fois moins cher. Donc oui, effectivement, ça vaut le coup de faire parler la partie adverse. Et c'est subtil, parfois c'est pas possible, parfois c'est compliqué, parfois c'est possible, et c'est toujours intéressant de le faire. Donc pour le processus de vente, ça peut s'étaler sur 12 mois. C'est parfois beaucoup plus court, hein. J'ai un dirigeant qui m'avait demandé de vendre en 2 mois sa société parce qu'il avait été noté, avec plaisir, il avait été nommé directeur interministériel de l'informatique de France. Donc, il était quasiment nommé ministre français de l'informatique. Et donc, il ne m'avait pas prévenu. Pendant plusieurs mois, on discutait. Et puis, à un moment donné, il m'a dit, bam, Patrice, je veux vous vendiez ma société, vous avez 2 mois pour le faire. Au début, je n'avais pas compris. Je me suis dit, pourquoi il veut quitter la France? Il a fait un crime, etc. Non, il avait tout simplement été nommé par le ministère de l'économie française. Et donc, en 2 mois, on a réussi à vendre la société, ou en tout cas à lever les conditions suspensives, parce que comme son éditeur logiciel travaillait pour l'État français, les collectivités locales et le gouvernement, il n'avait pas le droit d'être jugé parti. Et donc, il fallait qu'il ait plus aucun intérêt économique vis-à-vis de l'État français. Et donc, en 2 mois, on a réussi à lever les conditions suspensives. C'est tout à fait pas recommandé de faire ça, parce que à cause de ça, on a sous-valorisé sa société. Je suis certain que si on avait eu 2-3 mois de plus, on aurait doublé la valeur de la société. Donc, il est généralement le temps vaut de l'argent. Et plus on a du temps pour préparer l'opération, mieux c'est. 1 an, c'est bien, c'est un minimum. Il faut toujours avoir au moins 1 an devant soi. Et quand on a 4-5 ans devant soi, c'est encore mieux. En 4 ans, on peut faire des choses extraordinaires. On peut multiplier une valorisation par 2, 3, 4, 5, par des petits ajustements. Je vous ai donné des petits exemples. Alors oui, ça vous semble être des exemples simplistes, mais c'est de la réalité. Alors peut-être que ce n'est pas exactement ces exemples qui s'appliquent aux entreprises que vous connaissez, mais c'est parfois les mêmes exemples, ou parfois des exemples très différents, mais aussi simplistes que cela. Et bon, il n'y a rien qui est facile, hein, c'est toujours du travail, mais il y a parfois des petits objectifs qu'on peut se donner, qu'on peut se fixer, qui permettent des changements radicaux.
Donc, dans la liste que vous avez lue, j'imagine, depuis quelques minutes, vous voyez qu'il y a des secteurs qui se valorisent beaucoup mieux que d'autres. Dans l'agroalimentaire, par exemple, si vous avez juste une usine de fabrication, vous avez parfois une valorisation à 40% du chiffre d'affaires, alors que si vous avez une marque, vous avez parfois une valorisation à 3, 4, 5 années de chiffre d'affaires. Et parfois, l'usine, elle a une marque. Donc, est-ce que la marque, elle vaut de l'argent? Donc, parfois, la marque, elle n'est pas assez forte et ça ne vaut pas plus qu'une usine. Et parfois, la marque, elle est très forte et donc l'usine vaut 4 ans de chiffre d'affaires. L'expertise comptable, pareil, c'est assez marrant parce que les experts comptables, en général, ils sont bien placés pour valoriser, mais en fait, ils sont très, très mauvais pour valoriser les sociétés. Et donc, et puis, évidemment, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Donc, moi-même, pour valoriser ma société, je suis plus mal placé, mais les experts comptables valorisent leur société autour de 80-90% du chiffre d'affaires. Or, il y a parfois des experts comptables qui gagnent 5% de rentabilité et d'autres qui gagnent 40% de rentabilité. Eh bien, ils ont du mal en général à accepter que celui qui fait 5% de rentabilité vaut beaucoup moins cher que celui qui fait 40%. Eh bien, c'est pourtant le cas. C'est pourtant le cas. Celui qui fait 40% de rentabilité, il peut valoir 2-3 fois plus cher que celui qui fait 5%. Mais les experts comptables ont du mal avec cet écart type. En tout cas, quand on laisse parler le marché, on s'aperçoit qu'il y a des offres qui vont être 3 fois plus élevées que d'autres, et y compris dans l'expertise comptable. J'ai un exemple dans lequel la plupart des experts comptables disaient non, tu as beau faire 40% de rentabilité, ça vaut 90%. Un cabinet maximum, eh bien, on l'a vendu 155% du chiffre d'affaires. Rachel, on pourra envoyer les slides si tu veux. Oui, bien sûr. De toute façon, j'ai enregistré la session parce qu'en parallèle, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé le replay, Patrice, ne t'inquiète pas. Ok, alors après, vous aurez dans la présentation des exemples de transactions qu'on a faites sur des secteurs d'activité très variés. Nettoyage industriel, crèche, cybersécurité, éditeur de logiciels de formation à distance, école de commerce, intégrateur de solutions SAP, société de courtage assurance, nounou à domicile, agence digitale, etc. Fabrication de baguettes au nord de Paris, vente de chauffage, climatisation par Internet, Pharma Développement qu'on a vendu aux acheteurs guatémaltèques, Eurolève, société de location de chariots élévateurs, Groupe Clinique Développement qu'on a aidé à se développer. Au début, il nous avait donné un mandat de vente. Donc, en 3 semaines, on lui a trouvé un acheteur. Puis, il a dit, ah ben non, finalement, je ne veux plus vendre, je vais faire un OBO. Donc, on lui a trouvé 3 fonds d'investissement qui voulaient faire un OBO. Et puis après, il a dit, non, je ne veux plus faire un OBO, je vais faire que de l'augmentation de capital. Donc, on a fait que de l'augmentation de capital avec EPF et Xinge. Et puis après, on l'a aidé à acheter 4 sociétés. Et grâce à ça, 4 cliniques. Et donc, on est passé de 10 millions de chiffre d'affaires à 90 millions de chiffre d'affaires. Et donc, ensuite, il s'est vendu à plus de 100 millions d'euros. Donc, c'est un exemple de success story, comme on en a accompagné un certain nombre, etc. Ça, c'est des agences de services informatiques. Et voilà, on a fait 150 transactions et 1000 si j'inclus celles de mes associés. Merci en tout cas à tout le monde. Rachel vous envoie les slides et la vidéo. Vous pouvez m'appeler à tout moment. Vous avez mon numéro de portable et mon email. Je vais leur envoyer de toute façon tes coordonnées, ne t'inquiète pas, Patrice. Quelle que soit la question, il n'y a pas de mauvaise question, même s'il n'y a pas de projet, même si c'est que pour me demander un conseil ou que pour me demander un contact, je suis toujours présent pour rendre service si c'est une question, un service, un besoin, ou pour mettre en relation, parce que évidemment, j'ai choisi d'intervenir seulement sur certaines entreprises parce que j'ai plus de 55 salariés comme j'avais avant. J'ai une toute petite équipe. Je dois me concentrer seulement sur mes clients existants et donc je peux maximum avoir 9 clients en permanence. Donc, je ne peux pas travailler pour tout le monde, mais c'est toujours bien de poser des questions parce que si ce n'est pas moi, je pourrais recommander naturellement un confrère. Ok, alors merci beaucoup. Merci à tous. On va clôturer la session et puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci à tous pour votre présence et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.